Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Inauguration de la première école de guerre en République démocratique du Congo. Une action emblématique soutenue par la France pour notamment apporter une réponse efficace aux crimes commis dans l'est du pays. La Banque de développement des États de l'Afrique centrale est à la recherche de 100 milliards de francs CFA pour le financement de projets dans la CEMAC. L'institution compte pour la première fois sur l'épargne locale pour satisfaire cet emprunt obligataire. Et la Tunisie passe en revue la réalité de son système éducatif. Une étude diagnostique est en cours de préparation en vue d'élaborer prochainement une politique nationale pour améliorer la qualité de ce secteur. Mais tout d'abord, le feuilleton électoral se poursuit en Centrafrique. 10 des 16 candidats en lice à l'élection présidentielle du 27 décembre ont demandé l'annulation de ce scrutin en rejetant les résultats provisoires publiés le 4 janvier par l'Autorité nationale des élections. Des résultats qui donnent le président sortant, Faustin Archange Touadéra, vainqueur dès le premier tour, avec plus de 53% des suffrages, dans un contexte où la moitié des électeurs n'a pas pu aller voter à cause de l'offensive rebelle en cours dans le pays. Parallèlement, les résultats du premier tour des élections législatives qui se sont tenues le même jour ont été publiés par l'ANE ce mardi. 21 candidats ont été élus dès le premier tour, dont 6 de la mouvance présidentielle. 61 circonscriptions sont en ballottage et le sort de 58 circonscriptions reste inconnu car les habitants n'ont pas pu aller voter à cause de l'insécurité. Certains évoquent la possibilité de l'organisation d'élections partielles comme ce fut le cas en 2015. La première école de guerre de la République démocratique du Congo a été inaugurée ce mardi 5 janvier à Kinshasa par le président Félix Tshisekedi. Cette infrastructure mise en place avec l'appui de la France formera notamment les soldats de la force armée aux méthodes à utiliser face aux groupes armés qui sévissent dans l'est du pays. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. L'offre formative militaire s'étoffe en RDC avec une école de guerre pour les forces armées. La cérémonie de lancement ce mardi 5 janvier 2021 à Kinshasa a été présidée par le commandant suprême des forces armées, le chef de l'État Félix Tshisekedi. Avec l'école de guerre de Kinshasa, les FARDC sont désormais munis d'un instrument pour un cycle de formation complète de ses officiers. Cette école de guerre vient renforcer dans le cadre de la réforme des forces armées en cours le trinôme FEC, formation, équipement et casernement, dans son volet formation en complétant le cursus de formation. Elle s'intègre dans les réseaux des écoles de guerre francophones et des écoles équivalentes. Fruit de la coopération militaire entre la France et la RDC, 25 officiers stagiaires constituent la première promotion de cette école. À l'issue de leur formation, ces officiers seront entre autres capables de gérer une crise impliquant la participation des forces armées selon une approche globale. Pour ces pays entourés de 9 voisins, le défi sécuritaire est bien important. En ce moment ici, il faut une école de guerre, parce que c'est aussi une école de philosophie de guerre et de la paix. C'est ici qu'on va concevoir les plans, c'est ici qu'on va concevoir les stratégies, à côté évidemment du TIES. Donc, en même temps, comme ce sont des stratégies et comme ce sont l'ensemble de, comment je puis dire, des formules globales, c'est un événement important. C'est une institution importante pour la République. Il faut noter que la RDC est victime dans sa partie est de diverses attaques perpétrées par les groupes armés, souvent en provenance des pays voisins. Et dans la perspective du retrait progressif de la MONUSCO, l'école de guerre inaugurée ce mardi est donc un instrument stratégique pouvant renforcer l'efficacité de l'armée congolaise qui occupe la 9e place en Afrique selon le classement 2019 de Global Firepower.
Que s'est-il passé le 3 janvier dans le village de Bounti, dans le centre du Mali? Plusieurs personnes ont perdu la vie suite à une frappe aérienne. Deux versions s'affrontent. L'armée française affirme avoir lancé une opération pour neutraliser des dizaines de djihadistes, alors que des villageois de Bounti affirment, eux, avoir été frappés par des tirs d'un hélicoptère faisant 19 morts lors d'une cérémonie de mariage. Jusqu'à présent, la situation reste floue. Rappelons qu'en 2017, la force Barkhane s'était retrouvée dans une position similaire après un bombardement effectué dans le nord-est du pays. Dans le reste de l'actualité, en Côte d'Ivoire, les événements politiques s'enchaînent pour Pascal Afin-Guessant, libéré depuis moins d'une semaine après presque 2 mois de détention préventive. Le président du FPI légal a rencontré l'autre branche dissidente du FPI, celui de Gbagbo Ourien. Une première étape vers une éventuelle réconciliation entre les deux tendances du Front populaire ivoirien. Les deux camps ont donc 2 semaines pour s'entendre sur un rapprochement éventuel pour s'assurer de remporter le plus de sièges aux élections législatives de mars 2021. Rappelons que la date de fin de dépôt des candidatures aux législatives est prévue pour le 20 janvier. Les investissements directs étrangers ont montré leurs limites ainsi que l'aide publique au développement, raison pour laquelle la Banque de développement des États de l'Afrique centrale a décidé de se tourner vers les personnes physiques et morales de la sous-région. L'institution sous-régionale vient de lancer un emprunt obligataire de 100 milliards de francs CFA par appel public à l'épargne pour la période 2020-2027. Les explications de Samantha Saboubanga. La Banque de développement des États de l'Afrique centrale, BDEAC, recherche des fonds pour le financement des projets de la zone CEMAC. L'institution financière de la sous-région a lancé un emprunt obligataire d'un montant de 100 milliards de francs CFA, soit 152 millions d'euros par appel public à l'épargne pour la période 2020-2027. Cette opération vise à collecter des fonds pour le développement de ces pays membres. Le taux d'intérêt net est fixé à 5,45%. On est encore à la phase de mise en œuvre de ces emprunts obligataires. Mais au niveau de la mise en œuvre de ces emprunts obligataires, les banques ont déjà l'habitude et l'expertise pour la mise en œuvre. Le plus important, c'est de mettre des fonds dormants à la disposition des agents économiques pour que ces agents économiques profitent de ces fonds pour les rentabiliser et les rendre opérationnels. Donc, les délais de ces emprunts obligataires sont des délais normaux, mais il faut bien s'attendre à ce qu'il y ait une évaluation sur la rentabilité effective des placements qui sont conséquents de la mise à disposition de ces emprunts obligataires. Les 100 milliards de francs CFA qui seront mobilisés serviront spécifiquement à financer plusieurs projets des secteurs privés et publics du Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée équatoriale et Tchad. Ils permettront également de financer la mise en œuvre des projets intégrateurs prioritaires du programme économique régional de la CEMAC. Néanmoins, cet emprunt de la BDEAC est ouvert à tous selon son président Fortunato Ofabo Chama. Le montant minimum de la souscription a été ramené à 150 000 francs CFA. Tels que les problèmes énergétiques et les problèmes d'accès à l'eau potable. Parce que le déficit énergétique sur le plan transversal plombe complètement les économies. Et si un effort n'est pas fait dans le financement de ce secteur transversal, on n'aura pas les résultats d'autres secteurs qui dépendent de ce secteur transversal-là. Donc, il est très important d'harmoniser les politiques économiques pour que les financements venant d'un emprunt obligataire soient conséquents et utiles. Pour l'institution financière de la CEMAC, l'épargne locale doit désormais être utilisée pour promouvoir le développement. Selon la BDEAC, les investissements étrangers et l'aide publique ont montré leurs limites.
Au Cap-Vert, la municipalité de Porto Novo veut renforcer sa compétitivité, raison pour laquelle 596,2 millions de dollars seront investis pour la promotion des activités rentables telles que la pêche, le commerce ou encore le tourisme. Les détails avec Nelly Claude Bessa. Pour stimuler l'économie capverdienne et renforcer la compétitivité de la municipalité de Porto Novo, 596,2 millions de dollars seront alloués à Porto Novo. Ces fonds issus de la Chambre de Porto Novo s'inscrivent dans le plan d'investissement municipal pour l'année 2021. Parmi l'orientation de cet investissement, le conseil municipal prévoit promouvoir le tourisme local à travers la création de l'office de tourisme de Ribeira das Patas, la promotion des festivals de Sao João et la construction de la deuxième phase de requalification de la plage de Corraletes. Pour la compétitivité de la ville, ça va leur permettre de redynamiser la compétitivité de la ville, notamment au niveau de l'emploi, au niveau aussi des revenus et du dynamisme de la région, car il y aura assez d'échanges qui vont être faits et cela va favoriser la croissance et l'émergence de la municipalité. Le secteur de la pêche bénéficiera également d'importants investissements tout au long de l'année 2021. Ces ressources serviront à la construction du marché municipal de vente de poissons, une infrastructure tant attendue par les opérateurs de pêche de la commune de Porto Novo. En termes d'électricité, la commune procédera à l'électrification rurale et au renforcement de la centrale photovoltaïque Tcha de Feijol à Planalto Norte. L'investissement dans les secteurs de l'agriculture, de la pêche et notamment du tourisme est une condition indispensable à la croissance économique du pays. Il est en effet le moteur qui entraîne les rouages de la machine économique en permettant aux entrepreneurs de réunir les ressources nécessaires pour pouvoir produire. Ces initiatives permettront de redynamiser ces secteurs tout en soutenant la compétitivité, c'est-à-dire à aboutir à une meilleure capacité du pays à s'intégrer au marché mondial et à mieux échanger. Pour le compte de cette année 2021, la commune de Porto Novo envisage de créer un fonds de soutien aux activités agro-pastorales, d'augmenter les activités génératrices de revenus pour une meilleure compétitivité. La qualité du système éducatif fait l'objet d'une étude en Tunisie, un projet initié par le ministère tunisien de l'Éducation et le programme de partenariat mondial pour l'éducation. Objectif visé, identifier les lacunes et élaborer une politique nationale à partir des résultats du diagnostic en cours. Le point avec Samantha Saboubanga. Le ministère tunisien de l'Éducation a lancé le 2 janvier 2021 une étude diagnostique et analytique du système éducatif national dont le but est d'améliorer la qualité de l'éducation dans le pays. Ce projet, dont le montant n'a pas été rendu public, sera financé par le partenariat mondial pour l'éducation. Ça pourra apporter d'ailleurs un bon changement, mais à condition, une seule condition, c'est que cette étude soit accordée ou remise entre les mains de compétents. On ne peut pas fonctionner sans tribunal constitutionnel. Le président va dans un sens, le Premier ministre va dans un autre sens, les petits partis vont dans un autre sens, et pendant ce temps-là, la Tunisie perd des occasions absolument merveilleuses pour la jeunesse. L'étude va permettre de relever les points faibles du système éducatif tunisien afin d'y orienter les investisseurs. Elle mettra un accent sur les changements survenus avec la crise sanitaire actuelle. Selon le ministère tunisien de l'Éducation, les domaines de la formation, des ressources humaines, des infrastructures et de la gouvernance auront une place majeure dans cette stratégie. On a besoin de donner à ce bout de l'Afrique qui est la Tunisie, ce bout de l'Afrique a besoin d'avoir la possibilité de créer des richesses nationales. Une éducation bien préparée, bien délivrée et surtout bien orientée, puisque l'éducation en Tunisie était la valeur la plus importante dans les familles. Aujourd'hui, les familles envoient leurs enfants à l'école et ils essaient de les sortir le plus vite possible pour qu'ils aillent faire de l'agriculture. Le gouvernement tunisien reste confiant sur le fait que cette étude permettra de surmonter les défis auxquels est confronté son système éducatif. De plus, le financement du partenariat mondial pour l'éducation viendra appuyer le budget consacré à l'éducation, comme souhaité par le ministère tunisien de l'Éducation.
À la page sport, contre-performance des Lions indomptables à moins de 2 semaines du championnat d'Afrique des Nations de football 2021. Le Cameroun, pays hôte de cette compétition qui débutera le 16 janvier, a été battu par le Niger 2-1 à Yaoundé lors de la 3e journée du Pré-Chan 2021. Alors, faut-il s'inquiéter? Élément de réponse avec Nelly Claude Bessa. C'est sur une contre-performance que s'est achevée la rencontre opposant les Lions indomptables A-Prime du Cameroun au MENA A-Prime du Niger. La deuxième sortie des Lions indomptables de Martin Tongumpile en pré-chan s'est terminée par une défaite 2-1 pour les Camerounais. Déjà dès la première dizaine de minutes de jeu, Moussa Adamou Issa trompe la vigilance du portier camerounais et inscrit le premier but de cette partie. Les MENA du Niger ont continué à exercer la pression et ont pu, grâce à leur schéma tactique, transformer le pénalty de la 40e minute en but marqué par Ibrahim Issa. L'équipe n'a pas bien tourné, il n'y a pas eu beaucoup de jeux et on n'a pas pu être à la hauteur de ce match aujourd'hui. J'espère qu'on va retrouver un bon état d'esprit. Il y a eu des phases jouées qui ont été bonnes. On va essayer d'exploiter tout cela pour que l'équipe puisse être beaucoup plus stable. Le dernier match qui nous reste sera le vrai match de galop d'essai pour nous. On va tous y mettre pour que, et vous tous et le public, nous tous, nous engagions le Chan avec un peu plus d'optimisme. En matière de technique, la défense n'est pas bonne. Et le gardien se bat pour jouer en même temps défenseur et gardien. Au niveau de l'attaque, c'est bon. Et le milieu, c'est bon. Mais avec cette prestation, je pense que le Cameroun, les Lions, A-Prime, ils vont buter. Il faudra attendre la seconde mi-temps pour voir les Lions indomptables sortis de la torpeur. Et l'espoir renaît à travers le remplacement effectué par le sélectionneur camerounais qui ne rapporte qu'un seul but de Jacques Zoua sur un corner à quelques minutes de la fin de la rencontre. Cameroun 1, 2 Niger. C'est sur cette victoire des MENA que s'est achevée cette 3e journée du Pré-Chan. Je pense que dans ce match, on a très bien défendu. Certes, le jeu long des Camerounais a permis parfois de sauter notre bloc, mais on était en place éventuellement en amorçant nos reculs pour être sur les trajectoires de ballon. Ils n'ont pas systématiquement cherché à poser le jeu et à nous attaquer comme a su bien le faire la Zambie. Je pense que dans ce match, défensivement, malgré qu'on a été diminué de notre axe défensif, on était obligé de trouver les mécanismes pour équilibrer notre défense. On a su rester en place, récupérer assez de ballons et tenter de le remonter. Donc on est satisfait avec notre match d'aujourd'hui. C'est juste l'engagement. On était engagés plus que les Camerounais aujourd'hui. Tactiquement comme l'engagement aussi. Ouais, c'est un espoir pour gagner le Cameroun. On est fiers aujourd'hui, on est fiers. Le Cameroun lancera le Chan contre le Zimbabwe dans le groupe A, aux côtés du Mali et du Burkina Faso. Le Niger, quant à lui, se retrouve dans la poule B, aux prises avec la Libye, le Congo et la République démocratique du Congo. Lors de sa dernière sortie dans le cadre du Pré-Chan, le Cameroun affrontera la Zambie, tandis que le Niger se frottera à l'Ouganda. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.